Bonjour, nous allons traiter d'un sujet de grand intérêt qui concerne l'assurance vie au Luxembourg depuis le sommet de la performance et du patrimoine à Paris au pavillon d'Armenonville. Pour traiter de ce sujet, sur ce plateau sont réunis, je commence par ma gauche, Benoît Lombard, ici présent, président de Maison Laplace. Bonsoir. Bonsoir. À sa gauche, David Liebman. Bonjour David. Bonjour. Directeur commercial de Lombard. Donc, International Assurance, tout à fait. Voilà, une assurance vie. Pas affilié à Benoît. Non. Voilà. Et moi pas encore affilié non plus à Lombard International Assurance. Voilà. À ma droite, Yanis Lagou. Vous êtes, votre rôle à Let Us. Managing partner de Let Us, donc un family office. Exactement. Et à votre droite, à nouveau un assureur vie, Louis Laville, un éminent représentant de Generali Luxembourg. Peut-être vous nous donnez votre titre. Alors, je suis chargé des partenariats indépendants. Je couvre sur le marché français tout ce qui est CGP et certains family office. D'accord. Merci. Donc tout de suite, la première question, c'est quelle est la situation de l'assurance vie au Luxembourg ? Un assureur luxembourgeois peut-être. Ouais. Allez. Oui, je commence. Alors, tout dépend sur quel marché, mais je répondrais que l'assurance vie luxembourgeoise se porte bien, elle est en croissance. Ces dernières années, les parts de marché des assureurs luxembourgeois, notamment en France, ont beaucoup cru. Alors, il est vrai qu'on sort d'une année 2023 qui a vu la collecte se ralentir, mais les fondamentaux restent très vrais. On a la chance d'avoir un produit qui est éminemment résilient. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins volatile, sensible aux chocs de marché, bien qu'il soit directement, évidemment, exposé à la performance des marchés. Chez Lombard International Assurance, on a un produit qui est très simple, il est 100% luxembourgeois, il est 100% en unité de compte, donc évidemment, on a une exposition directe à la performance des marchés, et il est vrai que les dernières années, notamment 2023, ont été des années de performance boursière à la fois volatiles et à la fois, on va dire, en demi-teinte, avec certaines incertitudes. Elle ne cesse de se renforcer, mais je pense qu'on aura l'occasion de parler du contexte un petit peu plus tard. Je veux quand même insister sur une note positive. C'est un marché en croissance. Structurellement, il y a des vraies raisons à l'expansion de la collecte au Luxembourg au travers de l'assurance vie. Et ici, notamment en France, on a eu la chance d'avoir une journée avec des panels où sont notamment intervenus plusieurs des personnes présentes sur ce plateau. On a eu l'occasion de parler et d'assurance vie et de Luxembourg, mais pas que. Est-ce que l'autre assureur, représentant d'une assurance vie luxembourgeoise souhaite compléter cette introduction ? Oui, alors David a très bien présenté la situation actuelle sur les contrats d'assurance vie au Luxembourg. Si je parle plus particulièrement de Generali Luxembourg, nous on est une filiale de Generali France, donc on bénéficie notamment du fonds euro, ce qui peut avoir de l'intérêt pour des partenaires, pour des clients français qui souhaitent aller chercher des classes d'actifs qu'ils ont l'habitude d'utiliser en France, tout en allant chercher tout ce qui est bénéfique aux contrats luxembourgeois, comme notamment la sécurité. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Du côté, alors si je prends, si tu me permets, du côté, j'allais dire, de ceux qui sont là au plus près des clients pour les conseiller, évidemment, le véhicule universel indispensable à la panoplie de l'investisseur aisé, c'est le contrat d'assurance vie EMI Luxembourg. Alors, pour des raisons, bien sûr, qui sont parfaitement singulières, mais on peut peut-être mettre au premier rang desquels, aujourd'hui, notamment dans le contexte politique un peu instable qu'on connaît en France, eh bien, c'est la sécurité. Donc, le triangle de sécurité, la fameuse garantie, le fameux rapport tripartite qui existe entre l'assureur, qui est distinct du dépositaire et distinct de l'entité de gestion, qui est généralement des sociétés de gestion, pour essayer de raisonner de la manière la plus simplement qui soit. Tandis qu'en France, quand vous confiez votre cash à une compagnie d'assurance vie française, eh bien, l'assureur est l'émetteur du contrat, il est le dépositaire du contrat et il est le gestionnaire du contrat quand c'est un fonds en euros. Eh bien, on distingue ces trois éléments en donnant une garantie bien spécifique au Luxembourg, qui est le fait que les actifs sont ségrégés dans un compte qui appartient au preneur d'assurance. In fine, le tout étant vérifié par le commissariat aux assurances. Je parle sous ton contrôle, mon cher David. Alors, si tu me confies cette responsabilité, petite nuance, alors les comptes bancaires qui sont ouverts sont au nom de l'assurance et sont en effet ségrégés à la fois du bilan de la compagnie et de la banque dépositaire. Mais en tout cas, en effet, c'est ce mécanisme de protection, le triangle de sécurité, qui vient offrir une protection qu'on qualifie de renforcée
pour les souscripteurs, notamment pour les souscripteurs français si on compare au régime de protection qui existe en France. Cependant, il faut nuancer ce qu'on a. On a les téléphones qui sonnent depuis lundi, le résultat des élections européennes, dissolution de l'Assemblée. Dès lundi matin, on a eu nos partenaires distributeurs, certains de nos clients qui nous ont directement contactés pour à nouveau se voir confirmer ou alors s'interroger sur les mécanismes de protection qui sont offerts depuis le Luxembourg. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il faut rappeler que, alors certes, ils sont éprouvés et renforcés. On a eu un cas de faillite depuis Luxembourg avec une compagnie voilà, qui a éprouvé le système. Ce système, il a été renforcé en 2018. Donc on a... Comment ? Qui a éprouvé le système. Alors, il a été éprouvé après la faillite, il a été renforcé en 2018. Et donc on a en effet ce fameux mécanisme de ségrégation qui est le rang des souscripteurs créanciers qui se retrouvent avec un rang qu'on qualifie de privilégié. Cependant, si on rentre pas trop de technique, on va dire qu'on va qualifier les mécanismes qui sont simplement différents et que surtout depuis Luxembourg, on permet d'offrir une diversification tant au niveau des assureurs, parce qu'on a un très grand nombre d'assureurs présents avec des très belles qualités de signature. Vous avez 2 super représentants autour de la table. Et surtout, ça se mêle à la possibilité de diversification des banques dépositaires, parce que le commissariat aux assurances, notre régulateur, régule tant l'assureur que les banques dépositaires. Et on a ce panel d'offres très large où on peut ouvrir un compte pour le contrat d'assurance, tant en France. On a la chance d'avoir en France des banques françaises qui sont très solides. On peut ouvrir des comptes au Luxembourg, on peut ouvrir des comptes en Suisse et on peut offrir cette diversification à nos clients souscripteurs avec un risque qui est porté par notre régulateur et par la compagnie. L'un des sujets aujourd'hui qui apporte beaucoup de sécurité, c'est l'approche internationale que le Luxembourg a toujours eue. Ça reste un carrefour aujourd'hui au sein de l'Europe avec des employés venant d'un peu tous les pays, des Allemands, des Belges, des Français, des Espagnols. Ça apporte quand même une connaissance des marchés locaux qui est extrêmement forte. Et dans une période d'incertitude fiscale, on a quand même plaisir à trouver dans l'assurance vie luxembourgeoise cette neutralité fiscale qui fait que les conventions fiscales entre les pays, lorsque vous êtes français et que vous déménagez en Belgique ou français et que vous déménagez en Espagne, vous n'avez pas de retenue à la source dans le cadre des rachats de contrats d'assurance vie, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a une compagnie française. Et on n'attend pas des dissolutions d'assemblées pour traiter de la mobilité internationale. On a tous les jours, évidemment, des cas de clients pour des raisons professionnelles, familiales, qui ont de la mobilité de leur résidence. C'est bien la résidence fiscale qui se déplace, et donc la mobilité des patrimoines. Et c'est vrai que le contrat... il est portable, c'est la portabilité de ce contrat dans les différents pays de l'Union qui est quand même un des éléments qui est important, parce qu'il faut quand même rappeler aussi que nous, en France, on peut proposer un contrat d'assurance vie émis au Luxembourg dans le cadre de la directive LPS, donc les prestations de services qui nous permet de réguler et qui la libre circulation des capitaux et des personnes depuis 1992 de mémoire. Et donc ça, c'est un point qui est important. Il y a aussi un point qui est important dans le contrat d'assurance vie au Luxembourg, c'est qu'on peut avoir le véhicule et puis on peut changer de dépositaire, on en a parlé, mais de gestionnaire aussi. Et donc je ne suis pas prisonnier de l'entité qui va me proposer le véhicule assurantiel. Et ça, c'est quand même un point qui est singulièrement intéressant pour des clients qui veulent demain pouvoir modifier leur contrat au gré de leur choix. Moi, j'aime les assureurs français. D'établissements de gestion. Moi, je les aime. Moi, j'aime beaucoup les assureurs français. C'est pas parce que tu aimes les assureurs luxembourgeois que tu n'aimes pas les assureurs français. Non, mais je pense que dans la panoplie d'avantages, aujourd'hui, la capacité à changer de gestionnaire, je pense qu'on l'a encore en France. Non, c'est difficile. Pour changer de société de gestion, c'est pas facile. Ouais. Alors, c'est pas facile. C'est parce qu'avec la mécanique du mandat d'arbitrage, ça reste un peu compliqué. C'est plus simple à Luxembourg, je l'entends, et je suis d'accord. J'en ai parlé ce matin. C'est vrai que tout notre stock, on le fait à Luxembourg, principalement pour les règles internationales et pour les règles d'éligibilité d'actifs, où Luxembourg autorise quand même aujourd'hui à mettre tout l'attirail de produits qui sont autorisés par la directive européenne, donc private equity, dette privée, infra, on peut les insérer dans un contrat d'assurance. Mais c'est triste pour les assureurs français. Ouais, mais c'est en train de bouger aussi. Là, il y a la loi sur l'industrie verte, alors qui porte
entre guillemets, soit mal son nom, en tout cas qui ne couvre pas tout le scope de ce qu'elle entend changer. Il y a toute une partie sur le code des assurances qui vient modifier tout un tas de paramètres, et notamment, alors il y a la notion de conseil sur les allocations qui est maintenant portée par le courtier, l'intermédiaire en assurance et la compagnie. Donc ce conseil en allocation qui est jusque-là, qui n'était pas régulé, donc c'était partagé avec la casquette de l'adéquation chez le courtier, les CIF qui intervenaient aussi. Maintenant, on sait que c'est placé sous la casquette de courtier, l'intermédiaire en assurance. Il y a ce volet-là, d'une part, et d'autre part, il y a cette envie d'innovation sur des supports. Alors évidemment, d'un côté, les sujets ESG, avec, on le sait, la nécessité pour les assureurs, l'obligation d'avoir une politique de référencement de fonds, article 8, article 9. Il y a tous les sujets value for money, dans lesquels il y a eu un tri phénoménal sur les unités de compte éligibles dans les contrats, sur tous les fonds qui étaient trop chargés au regard de la réglementation value for money. Et d'un point de vue innovation, il y a les sujets relatifs aux actifs privés, avec la volonté des assureurs français, on va dire de rattraper peut-être le retard, en tout cas cette tendance qui est en train de se dessiner, et que vous, messieurs, vous êtes déjà depuis longtemps on va dire en avance avec le changement qu'on voit dans les allocations d'actifs autour des actifs privés. Il n'y a pas que le private equity, il y a, je disais, de la dette, de l'infra. Oui, on les aime, les assureurs français, alors sans doute pas plus que nous, par force. On aime tous les assureurs, le sujet il n'est pas de pas aimer ou d'aimer ou de pas aimer, le sujet il est quand même de acter un instant que le véhicule luxembourgeois t'offre une portabilité, t'offre une sécurité qui est renforcée, t'offre une allocation d'actifs qui est renforcée, et puis aussi le fait d'avoir des multidevises. Le fait d'avoir des dollars, je défie un assureur français de pouvoir accepter des dollars pour un contrat libellé en dollars. Alors, au Luxembourg, on peut le faire. Aujourd'hui, mais c'est important aussi, cette liberté, elle existe. Si tu fais une share class, moi je suis un libéral. Si tu prends une share class, si tu prends un compartiment, de ce sujet-là. Si tu prends un compartiment euro-hedgé de S&P 500, en vrai, tu as ton exposition en dollars et c'est un fonds qui est libellé en euros. Ça marche. Mais sur la protection, on peut le tourner de plusieurs manières, mais on a débattu de ça ce matin. La protection des épargnants à Luxembourg, pour moi, elle est pas beaucoup plus importante à Luxembourg, puisque je préfère être dans une boîte qui a un bilan de 100 milliards que dans sa filiale qui a 10 milliards et qui me vend un privilège via le triangle de sécurité qui finalement existe aussi en France. Vous avez aujourd'hui un régulateur en France qui va avoir la capacité à bloquer les impôts. Ce n'est pas l'argument différenciant, et c'est la raison pour laquelle on a... Typiquement dans nos équipes, dans notre discours, c'est un des quatre. C'est là. Un des 4 on points. en parle beaucoup aujourd'hui par rapport à la situation. Cependant, on qualifie souvent ça en interne c'est un facteur anxiogène, c'est le marketing de la peur. On n'est pas là pour faire campagne sur le Luxembourg est plus sécuritaire que l'assurance vie française. Les assureurs français sont très solides, affichent comme tu le dis des bilans qui sont exceptionnels, avec des tailles bien plus conséquentes en effet qu'à Luxembourg. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, là où il faut s'intéresser sur nos forces, dans les moments où on parle de structuration, de planification, parce que finalement, quel est le sujet? Les familles, vos clients, s'interrogent sur l'optionnalité. Être capable de savoir s'ils sont aujourd'hui déjà avec la bonne planification, est-ce qu'ils ont fait les bons choix pour la gestion de leur patrimoine, est-ce qu'ils ont de l'optionnalité demain, si tant est qu'ils sont amenés à changer de résidence. Et donc ça, c'est de la planification. Et en fait, c'est nos métiers finalement, à tous les quatre, de se dire qu'il ne faut pas attendre qu'il se passe quelque chose. C'est de se rappeler que l'assurance vie est sans doute le meilleur véhicule. C'est un véhicule de long terme. Les allocations, elles se destinent de plus en plus sur des horizons long terme. On parle des marchés privés, on est sur des horizons d'investissement qui dépassent les 8-10 ans. Donc l'idée, c'est de se rappeler que finalement, nos métiers, c'est d'offrir la bonne planification et les bonnes optionnalités à nos clients. Et certainement, quand on parle planification, optionnalité, l'ingénierie tant financière que patrimoniale offerte à Luxembourg et offerte par vous, elle trouve beaucoup de réponses dans ce que l'on fait ensemble. Alors, justement, on parle du Luxembourg, mais le Luxembourg n'est pas le seul pays qui propose de l'assurance vie. En Europe, il y a aussi d'autres marchés assez porteurs sur l'assurance vie. En libre prestation de services aujourd'hui, pourquoi plutôt le Luxembourg justement? Il y a eu pendant un temps une bataille assez ardue entre les assureurs luxembourgeois et les assureurs irlandais. Generali, Panorolife, comment il s'appelait Generali? Une filiale de Generali. Panorolife, c'était AXA. Ouais, non, Generali, Paneurope, pardon. Paneurope. Generali, Paneurope, qui distribuait l'équivalent des contrats Unit Link,
qui mettait en avant le fait que eux, contrairement à la lettre circulaire 15.3, avaient la possibilité d'intégrer des commodities au sein des contrats. Il y avait quand même beaucoup de... Mais aujourd'hui, il y a un seul acteur qui exerce en LPS, c'est Luxembourg. Voilà. Il y en a Parce que Luxembourg est une des places financières de l'Europe. Et donc, comme Anis le rappelait tout à l'heure, c'est une place financière qui est un carrefour. Un carrefour des échanges entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et Luxembourg a tiré profit de cette singularité géographique pour offrir une singularité dans la construction du contrat. Voilà, donc c'est un fait, on va en plus apporter notre expertise. Ce qu'il y a de bien dans les contrats luxembourgeois, quand on les distribue, c'est qu'on n'est pas obligé d'y aller. D'où la digitalisation. Ah oui. Voilà. On va Oui, apporter c'est vraiment cette expertise sur la portabilité du contrat, parce qu'en libre prestation de service, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le marché, quand on va faire un contrat français, on a toutes les classes d'actifs qui sont ouvertes. Ça va être le fonds d'assurance spécialisé, le FID, le fonds euro, le fonds externe pour les compagnies qui en ont. Sur d'autres pays, on n'a pas toutes ces classes d'actifs qui sont représentées. Si je prends l'exemple de la Belgique, quand vous avez un client qui est en Belgique, on va devoir respecter la réglementation locale. Vous allez avoir pour un contrat d'assurance vie une taxe de 2% à l'entrée. Vous ne pourrez pas faire de face, donc pas de produits structurés. Si je prends l'exemple de l'Italie, pas de face, une garantie d'essai à rajouter au contrat. Alors si je parle du contrat espagnol, on ne peut pas mélanger du fonds euro et du fonds externe dans un contrat. On ne peut pas être rémunéré sur la partie hors fonds euro. Donc voilà, il y a toutes ces règles qui sont propres à chaque pays d'Europe et sur lesquelles le Luxembourg a ses expertises et va vraiment pouvoir accompagner nos partenaires et in fine le client. Parce que le risque derrière de ne pas respecter cette réglementation locale, c'est un risque de requalification au final du contrat. Et c'est là où voilà, le Luxembourg va apporter. Et en complément, on parlait, David notamment évoquait la devise, et notamment à travers les fonds d'assurance spécialisés. Au-delà de la devise, on va pouvoir aller chercher aussi de la devise à travers des comptes à terme. On va aller pouvoir chercher du private equity, on va pouvoir chercher des produits structurés. Nos partenaires vont pouvoir passer sur certains types de faces les ordres directement auprès de la plateforme de la banque. Donc voilà, on a vraiment ce type de véhicule d'investissement qui clairement n'existe pas encore sur les contrats français. Et ça, c'est un point différenciant, parce qu'aujourd'hui, sur une journée où on a l'écosystème qui est réuni, il y a aussi beaucoup de sociétés de gestion. Et c'est vrai que la première question qui nous est souvent posée, c'est quelles sont vos politiques de référencement, comment est-ce qu'on fait pour rendre notre offre éligible. Et on a aussi souvent des partenaires qui nous appellent pour, il y a un strike sur un produit structuré, ou il y a un produit qui va arriver à échéance et qu'il faut souscrire rapidement. On a, Anis, tu l'évoquais, un régime d'investissement qui est régulé par une circulaire qui s'appelle la 15.3, qui définit les paramètres d'investissement. Ensuite, on a des règles d'adéquation en fonction du montant de la prime, en fonction du profil de risque. Et ensuite, selon l'unité de compte, soit c'est une gestion discrétionnaire, donc elle est confiée à une société de gestion. On a la chance de représenter des plateformes d'investissement qui sont vraiment en architecture ouverte, qui sont extrêmement larges. On travaille avec plus de 200 gestionnaires en Europe. Europe et Suisse. Donc on offre aujourd'hui beaucoup à nouveau d'optionnalités à nos partenaires et à leurs clients. Et puis on n'a pas de politique de référencement. Aujourd'hui, pour un résident français, alors il y a les contraintes que tu as évoquées, elles sont très justes, il faut s'en rappeler, encore plus quand on parle de mobilité et de passeport portabilité, parce qu'il faut parfois aussi les anticiper. Mais pour un résident français, sur le marché qui nous concerne aujourd'hui, il y a une unité de compte dédiée luxembourgeoise qui s'appelle le Fonds d'assurance spécialisé, le FAS, dans lequel aujourd'hui il est aisé, pratique, de pouvoir loger tant en effet des titres en direct que n'importe quel fonds, qui soit des clean shares ou qui soit libéré. N'importe quel instrument financier. Après, titre en direct, par exemple, un titre français, tu préfères le faire en France. Parce que tu as un impact fiscal, tu vas te prendre des retenues à la source. Ouais. Au moment des distributions de dividendes, tu auras une retenue à la source. Peu sont les contrats français dans lesquels tu peux mettre des... Il y en a, et peu sont les contrats luxembourgeois dans lesquels tu peux mettre des fonds private equity internationaux. En tant que distributeur, on a cette force de savoir trouver les bons opérateurs pour les bonnes opérations. Moi, je me fais défenseur des assureurs français aujourd'hui. Oui, c'est très marrant, Nice, parce que tu prends le contre-pied de position qui était symétriquement opposée il y a quelque temps. Donc c'est parce qu'on est tous, l'assurance vie luxembourgeoise. On aime beaucoup Luxembourg. J'ai le syndrome. Mais c'est important, et c'est important nous. Et je pense que d'un point de vue, enfin, on est ici aussi des représentants de la distribution. On est dans un marché dans lequel on vient avec des intentions qui sont pas du tout agressives vis-à-vis d'un marché, d'un écosystème dans lequel aussi il y a une segmentation. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, et tu le précisais tout à l'heure, l'offre, les tickets d'entrée, ils démarrent souvent autour de 250 000 euros. Si on veut trouver toute la flexibilité dont on parle, c'est des tickets, des primes d'1 million d'euros. 2,5 millions de fortune en valeur mobilière. 2,5 millions de fortune en valeur mobilière. Donc on s'adresse à une typologie de clients, à un segment de clients qui ne vient pas en frontal avec l'offre qui est la majorité du marché ici en France. Donc il faut considérer cela comme dans la boîte à outils des banques privées, des CGP, des multi-family office, comme un segment qui se positionne en particulier
pour répondre à un besoin qui est souvent aussi voilà, moins retailisé, hein, on est plus sur du sur-mesure, tous ces éléments internationaux dont on a parlé. Voilà, donc il y a la place pour tout le monde. Si je comprends bien, les produits d'assurance au Luxembourg, une majorité de clients vient de la France. C'est ce qui se... Ouais, dans les statistiques. 30%. Oui, vous diriez, quelle est la répartition Ça dépend entre le stock et la collecte. Sur la collecte, aujourd'hui, la France représente 40% du volume de la collecte. C'est un marché qui est relativement stable. Là où on peut, et simplement parce que l'assurance vie aussi est très stable, tu le disais, hein, c'est le véhicule d'épargne préféré des Français. Il y a une culture autour de l'assurance vie, voire de l'assurance vie luxembourgeoise qui est très forte. Dans d'autres marchés, ce n'est pas forcément le véhicule d'épargne privilégié. Il faut garder à l'esprit que les flux en assurance sont aussi beaucoup drainés par la fiscalité. On a eu pas mal de coups de canif sur la fiscalité de l'assurance, avec un rabot sur la fiscalité en cas de succession, l'application de la flat tax depuis 2017. En Belgique, le contrat d'assurance vie était un produit extrêmement utilisé. Et en 2006, à partir du moment où on a intégré la taxe de 1,10 qui est devenue 2% à l'entrée, bon, bah, ça a quand même bien freiné le marché. Non, mais c'est assez attaché. Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise fonctionne aussi bien en France? C'est parce que l'assurance vie fonctionne très bien en France. Ouais, Donc c'est attaché aux singularités fiscales qui sont propices à avoir un instrument extrêmement mobile et agréable. Et Luxembourg offrant un peu plus de souplesse et des contraintes aussi, parce que si on devait prendre les catégories, si on prend la catégorie aux dates de 1,5 million d'euros, on peut faire beaucoup de choses dans le contrat. Ça veut dire qu'en deçà, on peut faire moins de choses. Oui, et que donc, si on a moins de 250 000 euros d'assurance vie, oui, mais si on a moins, c'est quand même déclaratif, mais si on a moins de 250 000 euros, non, si on a moins, il y a quand même des responsabilités. On est courtier, on est responsable. Si on met moins de 250 000 euros dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg, on a moins de choix qu'un contrat de vie français. Donc il faut quand même le dire aussi. Tout à fait. Donc tout dépend de la segmentation de la clientèle. Après, il est important aussi de souligner quand même sur le contrat luxembourgeois, alors ça n'a rien à voir avec la classe d'actifs, mais aussi la digitalisation qui s'est mise en place de la part des compagnies. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on a toujours tendance à dire le Luxembourg, on ne peut pas utiliser le digital. Et je pense que là, les compagnies, notamment depuis le Covid, ont fait des gros efforts sur la partie digitale, beaucoup d'investissements. Si je prends l'exemple de Generali, on va quand même retrouver une plateforme qui s'appelle MyWings. On va avoir de la souscription en ligne pour les personnes physiques, de la souscription en ligne pour les personnes morales. Alors, les premiers à l'avoir fait, c'est bien sûr, Lombard ont aussi du digital. Merci Anis. Parce que ça rend le contrat encore. C'est très bien, bien sûr. Ça rend le contrat plus accessible. Non, en effet, il y a un énorme effort d'accessibilité qui est fait par l'ensemble de la place. Et il y a la digitalisation, bien sûr, mais il y a aussi la participation, je pense, à ces événements. Aujourd'hui, on est très présent en France. Aujourd'hui, je le disais, hein, c'était quasiment 50% de luxembourgeois, 50% de français. Il y a tous les efforts de pédagogie. Aujourd'hui, j'entends parler nos distributeurs quasiment mieux d'assurance vie luxembourgeise que nous. Oui, on voulait t'en parler. Ça nous pose des vrais problèmes, David. Voilà. Mais cependant, il faut garder à l'esprit que c'est un effort continu. On investit des moyens. Il y a les équipes. Il y a évidemment la digitalisation. Il y a l'évolution du produit. Il y a tout l'effort réglementaire. Il y a une chose dont on ne parle pas depuis le début de l'année. Il en reste encore un peu. Depuis le début de l'année, il y a des sujets qui sont français, il y a des sujets aussi qui sont européens qui s'imposent au contrat luxembourgeois. Et on a une réglementation qui ne cesse de se renforcer et dans lequel les assureurs portent une responsabilité qu'ils partagent avec vous, les distributeurs, sur tous les enjeux. Alors, on en a cité quelques-uns, que ce soit ESG, Value for Money. Mais l'une des chances du Luxembourg, c'est sa capacité aussi à transposer très rapidement les textes et ils n'attendent pas. Les lois de transposition sont quasi immédiates. Et ça aide beaucoup parce que ça permet d'avoir une avant-première, un avant-goût de ce qui peut nous attendre. Et on travaille tous pour que ce soit le plus pragmatique possible. Mais l'écosystème luxembourgeois, il est aussi drivé par le fait que c'est une place financière forte et que les pouvoirs publics et les régulateurs sont très à l'écoute des intervenants sur les marchés. Il y a aussi un élément de proximité, c'est certain. C'est une grande chance. Alors peut-être pour conclure, on a parlé beaucoup des atouts, des points forts. Est-ce que vous voyez un état de faiblesse les commerciaux. Direction commerciale Europe peut-être. Exactement. Voilà, peut-être qui permettrait de nous donner une approche du paysage luxembourgeois dans toute sa complexité. Déjà le temps.
C'est vrai que Ça impacte. je pense La qu'on situation on a géographique. balayé. Non, mais voilà, c'est vrai. C'est un vrai problème. On a dit on n'est pas obligé d'y aller. Non, On n'est pas obligé d'y aller. Voilà, On peut c'est travailler en important. digitalisation. Voilà. Avec la digitalisation, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et... Non, mais le Est-ce qu'il prix y aurait aussi un un petit peu bémol, peut-être. voilà. Le prix un peu. Voilà, c'est ce que Benoît et David le prix disaient, c'est qu'à Ah, 250 écoute, 000, on a va déjà, pas avoir on a toutes les déjà attractifs. joué ce jeu-là. Je pense que sur la décomposition des frais et les efforts de transparence aujourd'hui, somme toute, c'est compétitif. Si toi tu dis le prix, Je pose une question ouverte. Je Alors, demande. Oui, ne Non, pose je pas de pense- question. je pense- On va essayer de donner des réponses, nous. Alors, la oui. réponse est très simple, c'est 250 000 euros. On en a parlé. Ouais. En deçà de 250 000 euros, ça n'a pas de sens. Et j'ai évidemment en deçà de 500 000 euros quasiment. Ça n'a pas de sens. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois est un contrat qui est naturellement un véhicule, qui est naturellement dédié à une clientèle aisée. Voilà. Ça, c'est quand même un point. Est-ce que c'est pas une forme d'eugénisme? Comment Est-ce que c'est pas une forme d'eugénisme de sélectionner uniquement les clients Non, fortunés? je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la tête du régulateur luxembourgeois, mais en tout cas, c'est un état de fait. Ça, c'est Après, c'est important de souligner la partie frais parce que c'est vrai qu'on peut entendre par moment le contrat luxembourgeois est plus cher qu'un contrat français. En pratique, non, il n'est pas plus cher. C'est parce que oui, on va avoir des coûts supplémentaires quand vous allez ouvrir un fonds d'assurance auprès d'une banque ou un FID. Vous allez avoir en effet des coûts de dépôt, des frais de transaction comme on peut retrouver sur un compte titre. Mais ça, c'est propre à ce véhicule d'investissement. Si vous faites de la location, on va dire type classique comme sur les contrats français, vous allez être plus ou moins sur les mêmes tarifications. non, et pour répondre à la question aussi de qu'est-ce qui peut représenter le plus grand challenge, je pense que c'est propre à l'industrie, mais ce sont aussi des enjeux luxembourgeois. Je parlais tout à l'heure de la réglementation. C'est à la fois notre plus grand défi, la plus grande menace et la plus grande opportunité. C'est-à-dire que si nous sommes capables de traduire les contraintes réglementaires qui pèsent aujourd'hui sur nos développements, sur nos activités, sur vous, les distributeurs, dans les contraintes et les exigences qu'on a maintenant vis-à-vis de nos clients, où il est, d'un point de vue lutte anti-blanchiment, source des fonds, provenance des capitaux, aujourd'hui il y a des enjeux, que ce soit sur vous ou évidemment sur nous qui portons cette responsabilité avec vous. Il faut rendre ces enjeux pragmatiques. Il faut évidemment continuer de lutter contre tous ces risques financiers avant pour nos clients, également pour nous, pour vous. Évidemment. Mais il faut les garder pragmatiques parce que si on garde cette approche-là, cette approche orientée business, ça va nous permettre de continuer à innover, de continuer à être flexible et de continuer à rester plus pertinent pour nos clients tout en portant notre responsabilité vis-à-vis des régulateurs parce qu'on a évidemment une responsabilité très importante vis-à-vis de nos régulateurs, qu'ils soient français, luxembourgeois ou européens. Alors pour moi, l'un des challenges importants de la place luxembourgeoise et de toutes les activités de les prestations de services, c'est le fait qu'on voit quand même de plus en plus des protectionnismes exacerbés dans les pays. Ouais, l'harmonisation. Et on a bien évidemment un cadre européen, c'est le traité de Rome qui permet la libre prestation de services, mais il y a des armes, des atouts qui sont donnés aux pays, notamment en France, l'ordre public et l'intégration dans les règles obligatoires de distribution de certains éléments qui pourraient venir freiner une croissance un peu insolente des assureurs luxembourgeois sur le territoire local. Et je pense que à un moment, on l'a vu déjà avec les paiements en titre, le paiement de la prime en titre, sur lesquels il y a dissension dans l'interprétation aujourd'hui à Luxembourg. Voilà, il faut être vigilant et attentif à ce qui est proposé et être certain aussi que les pays ne se referment pas. Je parle de la France, mais je pourrais évoquer aussi d'autres pays. Ah oui, on a le cas en Belgique, en Italie. Exactement. C'est certain que le défi de l'harmonisation versus gold plating, protectionnisme, c'est un point très pertinent aussi. Ouais. Messieurs, merci. Merci. Merci Aude. Voilà. Merci beaucoup Aude. Merci. Merci. C'est très cool. C'était très bien. Et ben voilà. Formidable. Bravo.